futur. Elle décolle comme un avion et elle grimpe. Après avoir atteint la bonne altitude et la bonne vitesse, le pilote déclenche le moteur de la fusée. La navette du futur est dans l'espace. De l'aéroport à l'orbite spatiale, un bond tout en douceur. Un vendredi soir sur la grande roue de l'espace. La navette du futur est au rendez-vous. À moins d'une demi-heure du décollage, c'est le moment d'enregistrer et d'embarquer pour un week-end dans l'espace. Un petit arrêt pour regarder les cieux au-dessus et la Terre en dessous. Mais cette grande roue est plus qu'une base de loisirs. C'est un port spatial, une étape pour les voyages vers la Lune. Car désormais, la Lune est colonisée, et il est plus économique d'affréter le chargement et le personnel depuis une orbite terrestre que directement depuis la Terre. Avec une pesanteur d'un sixième de la nôtre, le navire de transport effectue sa descente pour allunir. Ce n'est pas un terrain de camping, c'est une véritable métropole. Des gens y vivent et y travaillent, des scientifiques, des mineurs, des jardiniers. Et plus loin encore, sur Mars, d'autres colonies. Des villes entières sous bulles hermétiques, dessinées sur le modèle des bases lunaires et ravitaillées par elles. La Lune et ses ports de l'espace sont les dernières étapes avant d'arriver aux planètes. Mais ça, c'est de la science-fiction. Voici la réalité. ISS, la Station Spatiale Internationale. Assemblée sur une orbite terrestre à partir d'un module russe, les composants viennent de l'Europe, de l'Amérique, du Canada et du Japon. La station sera finie en 2004. 13 nations participent au projet. Les équipes seront internationales, avec des engins de ce type, un robot inspecteur en forme de ballon. Il dirige les astronautes dans leur sortie dans l'espace et vérifie la superstructure. Les bras du robot repositionnent les modules. Une technologie nécessaire pour maintenir en place une structure de la taille d'un terrain de football. À l'origine, les équipes voyageaient à bord de l'ancienne navette spatiale américaine. Leur vaisseau de survie, Soyouz, un cargo spatial utilisé par Mir, la station spatiale russe. Avec 6 personnes par équipe relayées tous les 90 jours, beaucoup d'espace libre, la vie sur ISS sera très agréable, luxueuse comparée à celle sur Mir. ISS coûte 100 milliards de dollars. Elle prendra le relais de Mir. Son objectif est de tester les effets de la vie dans l'espace sur de longues périodes. Ces tests sont vitaux si un jour nous devons aller sur Mars. Et voici la nouvelle navette. Ou tout du moins le X-33, un prototype de la moitié de la taille de la future navette. Tandis que la construction de la Station Spatiale Internationale est en cours, des tests de vol sont effectués sur le X-33. C'est le précurseur de Venture Star, la navette qui transportera les chargements de la station, 20 tonnes à la fois. Chaque vol coûtera 10 fois moins cher qu'avec l'ancienne navette.
Contrairement à l'ancienne navette, qui larguait à chaque vol son réservoir de carburant et ses propulseurs, Venture Star formera un ensemble compact entièrement réutilisable. À partir de l'orbite de la Terre, une fusée s'envole vers Mars. C'est la fin du XXIe siècle. Grâce à des ports spatiaux comme ISS, la planète rouge est maintenant colonisée. La fusée, une fois lancée, nous approchons de ce petit monde froid et de son atmosphère si ténue. À des millions de kilomètres de la Terre, une ville qui abrite des êtres humains. Mais c'est une vie enfermée dans une bulle. Des couloirs étanches relient les labos, les usines, les bureaux et les habitations. Dehors, sans combinaison spatiale, vous êtes mort. Cette cité vit en totale autarcie. Les biosphères produisent la nourriture, l'énergie y est solaire, tout est recyclable. Les sacs propulseurs seraient amusants s'il n'y avait pas ces combinaisons pressurisées. Ne pourrions-nous pas transformer Mars en une seconde Terre? Peut-être. Mais il faudrait des centaines de milliers d'années pour créer un effet de serre et obtenir une atmosphère respirable. Au départ d'un port spatial du futur, pour aller au-delà de Mars, il faudrait voyager pendant plus de 15 ans pour atteindre Pluton, la planète la plus lointaine. Mais nos systèmes de propulsion ne sont pas assez puissants et nos réservoirs de carburant sont limités. On pourrait utiliser l'énergie solaire, mais en voyageant vers les planètes lointaines, l'énergie diminue. Plus nous voyageons loin, plus la lumière du soleil devient faible. Alors, il reste le vent solaire. On pourrait éventuellement le récupérer dans de gigantesques voiles et se laisser dériver au gré des particules électrisées soufflées par le soleil. Au-delà du système solaire, nous avons besoin de nouveaux combustibles. En allant à 1/10 de la vitesse de la lumière, il nous faudrait 40 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. La propulsion nucléaire ou ionique serait capable de nous donner cette poussée nécessaire, mais pour l'instant, de tels voyages sont pure science-fiction. Alors, quelle sera la prochaine destination? La Lune et Mars sont les premières sur nos listes. Mais qu'en est-il de Vénus, la brûlante sœur de la Terre? Pourrions-nous un jour coloniser cette planète infernale, dissiper ses nuages et inverser son effet de serre? Peut-être. L'idée serait d'ensemencer l'atmosphère d'algues vertes. Elles pourraient absorber le dioxyde de carbone et libérer de l'oxygène. L'eau s'accumulerait à la surface. Le climat torride refroidirait, la vie pourrait apparaître. Mais ça n'est pas si simple. Il faudrait attendre des centaines de milliers d'années pour que Vénus commence à ressembler à la Terre. Même si cela était possible, un tel remodelage planétaire est-il vraiment souhaitable? La nature a l'habitude de s'organiser toute seule. Et maintenant, que pensez-vous de cette idée-là? C'est celle d'Arthur Clarke, le gourou de l'espace. Ériger une tour de 36 000 km de haut à la surface de la Terre. Une sorte d'ascenseur de l'espace. Cette tour, ainsi que 3 autres identiques, partiraient de l'équateur pour former les rayons d'une gigantesque roue dont la Terre serait le pivot central.